Mesdames, Messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme quotidien, votre programme non espace miné, 10h, 11h52. Tous les matins, lorsqu'il est justement 10h à Yaoundé, heure du Cameroun, les démineurs sont là pour vous donner l'information, mais alors toute l'information, la main sur le cœur. Ce matin, nos rubriques n'auront pas changé. Nous irons d'abord du côté des kiosques au Cameroun pour avoir la température qui prévaut de ce côté. On marquera un arrêt essentiel ce jour sur la dénonciation et on essaiera de parler des concours administratifs qui sont lancés au Cameroun, le nombre de places et le gap qui existe entre ce nombre de places mais également les nombreux candidats. On terminera par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce jour nous amène à répondre à une question, une vieille question, une question pourtant importante au niveau de toutes les sociétés du monde. La question est la suivante. Toute vérité est-elle bonne à dire? Que pensez-vous de cette manière de voir? Doit-on dire toute la vérité à notre vis-à-vis? Toute vérité est-elle bonne à dire? C'est la problématique principale de nos échanges ce jour. Au canal 307 Canal Plus International, vous nous recevez 5 sur 5 à partir du Cameroun et ceci 24 heures sur 24. Si vous êtes justement connecté, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos amis qui nous disent bonjour ce matin. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à ton important audimat. Déjà certainement en train de visionner ce programme. Bonjour à ceux qui le regardent notamment sur Internet. C'est un plaisir d'être là. Tu me fais l'amitié de m'inviter une nouvelle fois sur ce plateau. Je suis là, il y a en face de moi Bernardo et puis le grand Derio. Je profite comme ça de même pour saluer le top management de ce média. Merci pour ceux qui nous accordent leur attention ce matin. Et nous espérons tout simplement que nous serons à la hauteur des attentes qu'ils portent sur nous dans les analyses qui seront dispensées de cette émission. Je souligne que Alain Douc est journaliste. Alain Douc, merci d'être là ce matin pour croiser le verbe. En face, nous accueillons le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux autres panélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent de par le monde. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis la ville d'Edea. De là-bas, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui me témoignent leur amitié. Donc, je tiens également à leur rendre cette amitié-là. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à deux personnes particulières. La première, c'est Monsieur Dieudonné Mveng et la deuxième, c'est Parfait Haïti et toi. Ah bon? Oui, alors à la réalité, j'ai essayé depuis quelques mois de parcourir le paysage médiatique camerounais et je me suis rendu compte qu'il est extrêmement difficile de faire vivre un média au Cameroun. Extrêmement. Lorsque vous n'appartenez pas à certains lobbies d'une certaine taille, vous n'avez pratiquement pas de chance d'exister. Le système de production d'une émission en direct et en continu est extrêmement cher. Vivre sur satellite quand on est une chaîne de télévision au Cameroun coûte extrêmement cher. Je pense qu'on est à des dizaines de millions de francs CFA par trimestre. Tout à fait. Donc lorsque vous évaluez tout cela, vous vous rendez compte que des personnes qui réussissent quand même à travers leurs médias à permettre aux Camerounais de recevoir de la bonne humeur, de la bonne information, restent quand même des personnes à saluer. Donc j'ai voulu aujourd'hui vous rendre hommage, vous dire combien je suis content de vous côtoyer au quotidien, surtout vous, un peu moins le PDG parce que je ne vois pas tous les jours. Normal, malheureusement, je pense directeur. que c'est lui qu'on devait beaucoup plus rendre hommage. Bien sûr, c'est ce que j'essaie de faire, vous voyez. C'est lui. J'ai commencé par lui. C'est lui qui a créé cette affaire. C'est lui qui a mis ses caméras là. Ouais, ce sont ses caméras, ce sont ses micros, ce sont ses tables, ce sont ses lumières, c'est sa clim, c'est son antenne, c'est tout. C'est son argent. C'est son argent. Donc c'est lui le propriétaire, c'est lui le promoteur. Perfect, on est comme petit employé. Donc, vraiment, à monsieur, je sais pas, je pense qu'il nous regardera s'il est occupé peut-être le soir. Peut-être le soir, il est très occupé. Mais je voudrais quand même lui rendre un hommage particulier pour tout ce qu'il fait et qui nous permet d'être audible et visible sur les plateformes digitales.
Merci à Bernardo Basson pour cet hommage en direct. On le dit en riant, on le dit en souriant. Il faut respecter les promoteurs de médias au Cameroun. Je le dis la main sur le cœur. Moi, je ne le savais pas. Pour avoir travaillé dans ce business pendant plus de 2 décennies déjà, je dis il faut respecter les promoteurs de médias au Cameroun. Si vous voyez quelqu'un qui a une chaîne de télévision, quelqu'un qui a une radio, quelqu'un qui a même un journal, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement un tabloïd, la presse écrite, tout à fait. Il faut le respecter. Mais beaucoup plus ceux qui ont des chaînes de télévision. Une chaîne de télévision, n'importe qui ne la crée pas. Ça coûte cher. Il faut de l'argent. N'ayons pas peur des mots. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas entretenir une chaîne de télévision au Cameroun. Et si c'est moi qui vous le dites, faites-moi légèrement confiance. Tout à fait. Parfait. Bernardo. Donc, mes hommages appuyés au PDG et particulièrement. Merci beaucoup. La journée internationale au mondial de quoi ce matin? Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis sur les journalistes. Ah bon? Oui. On peut reprendre? L'impunité des crimes commis sur les journalistes. Donc aujourd'hui, on lutte contre l'impunité des crimes commis sur les journalistes. L'UNESCO a pensé, il y a 21 ans, que les hommes de médias étaient généralement pris pour cible par certaines personnes des réseaux et des mafias. Beaucoup perdaient leur vie dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions. Et beaucoup de crimes restaient parfois non élucidés et parfois impunis. Donc l'UNESCO a pensé qu'il fallait véritablement lutter contre cette impunité-là et que toutes les personnes qui portaient atteinte à la vie des journalistes devaient être sévèrement punies conformément à ce que la loi disposerait en fonction des États dans lesquels les crimes seraient commis. Donc aujourd'hui, on lutte contre l'impunité des crimes commis sur les journalistes. L'impunité des crimes commis sur les journalistes. C'est peut-être l'occasion de rendre hommage à Martinez Zogo. Oui, Dieu seul sait que nous avons enregistré plusieurs crimes Tout à fait. depuis des années. De manière régulière, des journalistes ont parfois été fauchés dans le cadre de leur travail. Beaucoup sont menacés, beaucoup sont torturés. Beaucoup sont incarcérés. Malheureusement, beaucoup sont assassinés. Tout à fait. Maintenant, vous avez parlé du cas Martinez Zogo. Tout à fait. Il y a plusieurs cas. On a connu un célèbre cas du côté du Burkina Faso. Le cas Norbert Zongo. Ils sont nombreux. Mais disons, aujourd'hui, disons en cœur, laissez les journalistes faire leur travail. Et rien que leur travail. Arrêtez d'assassiner les journalistes, arrêtez de les intimider, arrêtez de les menacer, arrêtez de les torturer. C'est leur métier. Ceux qui assassinent estiment que les journalistes vont gâter leur business. Non, les journalistes ne gâtent le business. Et pourtant, c'est pas ça l'intention des journalistes. Il est simplement question que nous, dans la société, nous vivions de manière un tout petit peu commode. Nous ne sommes pas des saints, mais faisons un effort de respecter la norme. Tout à fait. Lorsque nous avons dit cela, on n'a que le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit du digne fils de Boumniebel, Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je dirais comme ça, dans votre suite, par rapport à ceux qui s'en prennent aux journalistes, qui veulent les museler, qui veulent les tuer, retenez cette galette de Socrate. Si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal, vous faites un mauvais calcul. Si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal, vous faites un mauvais calcul. Évidemment, lorsque vous avez tué un journaliste, vous avez tué un libre penseur, vous suscitez le courage de beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Moi, j'aime à dire aux gens qui me disent souvent, ah, nous on a peur pour toi. Je dis, mais attendez, tous les métiers ont les risques. Vous avez peur pour moi. Moi aussi, j'ai peur pour vous parce que moi, je vois comment les motos vous conduisent mal. Moi, j'ai peur pour tout le monde. Vous savez, par exemple, moi, j'étais sur une arène hier. Et les gens m'ont dit non, il faut te protéger, il faut aller avec les gens, il faut avoir les gens postés parce que sur ton chemin, ça peut dégénérer. On va te tuer. Moi je dis, mon frère, moi les questions de qui va tuer qui,
ne m'intéresse pas. Je fais mon travail. Et quand vous faites votre travail avec honnêteté et intégrité, vous avez des privilèges énormes. C'est pour cela que je vous donne la citation du jour. Allons-y. Le vivier de l'homme intègre, c'est sa dignité. Le vivier de l'homme intègre, c'est sa dignité. Le vivier de l'homme intègre, c'est sa dignité. Ça veut dire quoi? Parfois ici, si vous perdez votre dignité, vous perdez votre crédibilité, vous n'avez plus de source de revenus. Les gens disent qu'ils veulent manger, ils vendent de la dignité. Moi, je vous dis que ce qui vous rend crédible, ce qui va vous donner la nourriture pour longtemps, c'est ce que les gens là vous demandent de vendre. Vous comprenez ça? Je vais étaler ça à un niveau simple pour les plus jeunes. Ceux qui font mal admirent ceux qui font bien. Ouais. Ça, vous ne le savez peut-être pas, vous les plus. Ils demandent, mais moi j'ai des camarades, des collègues qui font mal. Eux-mêmes demandent souvent que je me fais comment pour tenir. Ils sont mal. Quand une fille a perdu sa virginité, elle voudrait que toutes les filles de son âge perdent la leur. Elle commence à te dire, les hommes c'est bien et tout. Parce qu'elle se dit que donc moi je suis déjà fini. Toi aussi, il faut que être fini seul. Il faut qu'on soit suffisamment de personnes finies. Tant que tu tiens, tout le monde t'admire. Tu as le vivier éternel. Et pour vous les jeunes filles, je vous dis, vous qui sentez l'envie de vite donner votre virginité, sachez que c'est votre plus beau cadeau que vous devez conserver. Le jour où vous le perdez, on vous amène dans la masse. Vous êtes désormais dans la masse, dans le lot. Parce que quand un couple normal cause, vraiment, si votre femme vous raconte plus de 20 gars, vous sentez seulement que, bon, il faut serrer le cœur. Merci, Pierre Blériot. Oui, Bernardo. C'est que hier, j'ai téléphoné au maire de Batié. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas pu longuement parler. Bon, il m'a dit samedi, il sera pas dans la ville. Mais je vais quand même me déplacer pour espérer rencontrer le chef. Donc, je commence à avoir des contacts là-bas et les choses avancent bien. Et aussi, j'ai terminé de rédiger les statuts hier dans la nuit. On va mettre sur pied un mouvement dans lequel on va restaurer nos légendes. Vous voyez, c'est pas pour nous opposer au gouvernement, ça n'a rien de politique. Vraiment, c'est complètement apolitique. Mais on va toucher à toutes les gens de tous les domaines d'activité. Vous voyez, donc les Manu Dibango, les Samuel Eto'o, Roger Mila. Mais on va commencer par les vivants. Parce qu'on a tendance souvent à restaurer les légendes quand elles sont décédées. On va rendre hommage aux gens étant vivants. Donc ce sera une association qui va concourir à restaurer nos légendes de façon vraiment apolitique. Donc la diaspora ici du pays seront sollicités. On aura des points focaux dans tout le monde entier qui vont se rassurer de faire passer le message pour que nos légendes soient restaurées. Il nous faut au Cameroun un site dans lequel on peut retrouver les traces de nos légendes, les traces de notre histoire, que les personnes soient vivantes ou décédées. Il faut rendre hommage à nos icônes. Tout à fait. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit décédée. Je suis partant, Bernardo Basson. D'accord. Il faut rendre hommage à nos icônes. Je pense que oui, du côté du MINAC de même, je pense qu'il y a une initiative de cette envergure. Et elle a rendu hommage à quelle icône? Il y a un projet ou une initiative? En réalité, c'est pas un projet, c'est même déjà implémenté. Et ça se fait, oui. Ça se fait où? Dingoso, notamment, récemment, a été... Non, ce n'était pas l'initiative du MINAC. Là, c'était l'initiative de qui? Parce que c'était l'initiative de bon nombre de Sawa, parmi lesquels le professeur Cécile Ebossé. D'accord. Mais le MINAC a juste été impliqué, c'est tout. Ah, d'accord. Bon, nos gens là, il faut les laisser. Justement, on va préférer travailler de manière apolitique. Vraiment de manière apolitique. Parce que lorsqu'on écoute, j'ai lu, s'il te plaît, c'est toi, accorde-moi s'il te plaît. J'ai lu une de journal ce matin. Il faut retour triomphal, Francis Ngannou accueilli en héros. Non, écoutez. Le monsieur dont je vais donner le nom, le DP s'appelle Carole Tamba, ou ça doit être une femme. Écoutez ce que la jeune ou la vieille fille dit. Le jet privé qui transportait celui que l'on surnomme affectueusement le Prédateur et sa famille en provenance de Riyad a atterri ce mardi 31 octobre dans la nuit à l'aéroport international de Yaoundé devant une foule en liesse. Selon des sources dignes de foi. Mais attendez. Si ce n'est pas la sorcellerie, et le journal s'appelle Le Drapeau. Incroyable. C'est
J'ai reçu la même une ce matin. C'est-à-dire, Non, vraiment. Parfait ici, il faut parler à ceux qui entrent dans le monde de la presse. Même quand on vous paye pour mentir, il faut refuser certains mensonges. Incroyable. Ça, je ne sais pas où on peut retrouver la jeune fille ici. Carole, Ou vieille. ou vieille. Elle dit que Ngannou a été accueilli par une foule en liesse. Et elle, j'ai dit, il y a des sorciers. C'est-à-dire, même la sorcellerie a peur d'eux. J'ai l'impression que la sorcellerie bute la fille ici. On peut faire ça. Merci beaucoup. Hein. Pour revenir à ce Alain vous Do. savez que je ne suis pas souvent tendre dans les analyses vis-à-vis du gouvernement, mais je ne veux pas non Ces plus- jours-ci, on t'a promis quelque chose. Non, absolument pas. Je ne pense même pas que j'ai tête à ce qu'on me propose quelque chose. Mais je pense que il ne serait pas honnête de ma part de même qu'il fasse quelque chose et que j'ignore ce qu'il fait. Ils ont fait Parce que quoi? non, Qu'est-ce qu'ils j'étais ont là. fait? Non, j'étais Nous, là. on connaît comment ça. Non, j'étais là. Les gars intelligents comme J'étais toi. sur le site. Les gars intelligents. Non, j'étais comme- sur le site. Non, les gars intelligents. Et j'ai écouté les discours. Les gars intelligents. On va comme- pas raconter. Non, les gars Je vous dis intelligents. qu'il y a effectivement Je dis aux une initiative Camerounais que les gouvernementale gars intelligents. sur la restauration de nos grandes figures. C'est vrai, les gars intelligents comme Alain Douk, quand ils commencent à virer, ça commence toujours bon. Vous savez, moi, je ne défends pas le gouvernement. Et moi, je ne défends pas le Alain gouvernement. Douk, Les premièrement, gars intelligents comme toi, c'est ce qu'il faut. Ne me déçois pas. S'il te plaît, la jeunesse veut croire en toi. Ne me déçois. Laisse les gens là-bas. Premièrement, moi je vous mets à défi. Hein. Déjà, c'est pas le but n'est pas de mettre sur pied un défi, mais l'initiative gouvernementale ne sera pas vraiment suivie par le peuple. Si vous voulez, on prend un défi. Merci beaucoup. Parce hein. que, voilà. De toutes les façons, nous en reparlerons un autre jour. Pour l'heure, nous sommes de tout cœur avec toutes les icônes du Cameroun. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel. Je peux rassurer d'ailleurs Blériot que dans le cadre de la revue de presse sur Info Télévision, on ne traite pas ce genre d'actualité, surtout des journaux d'un certain genre. Nous ne faisons pas dans la comédie ici. Non, du tout. Nous C'est sommes pas là la pour, comédie presse. nous sommes là pour informer. Effectivement, et tu n'es pas tendre là. Non, nous ne sommes pas des comédiens. C'est pas qu'il n'est pas tendre, mais il dit effectivement la vérité parce que, écoutez, nous sommes là Vous pour... imaginez que sur ce plateau, que nous puissions relayer ce genre de sorcellerie? Ouais, Non, c'est pas sérieux. C'est une aberration. Mais toute la presse est malade, comme on dit. Patrick Bala est donc là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Et là, je vais ajouter pour la quintessence de la bonne information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux nous conduisent ce matin, ce jour du côté d'Info Matin, qui parle de l'actualité du pain. La baguette de 200 kg, de 200 grammes, voilà, passe de 150 à 135 francs désormais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle est le résultat de la fructueuse concertation hier, ici à Yaoundé, entre le ministre du Commerce et le syndicat patronal des boulangers du Cameroun. Le communiqué de Luc Magloa Mbarga Tangana précise par ailleurs que ce prix prend effet à compter de ce jeudi 2 novembre 2023, à retrouver en page 3 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien Capitaux Public parle également de cette actualité, l'équation donc des prix au bas de la page, en page 16-17, les récentes mesures du ministre du Commerce relatives à la baisse des coûts et des relations des producteurs et commerçants remet donc au goût du jour la question des mécanismes de fixation pour ce qui est naturellement des prix. Et puis en grande une, on parle de cette coopération Cameroun-Corée du Sud, des projets à gogo, nous fait donc savoir le journal qui revient sur cette rencontre entre le premier ministre sud-coréen Han Duck-soo et le président de la République Paul Biya. C'était au palais de l'Unité, au menu de l'entretien entre les deux personnalités, les nombreuses pistes de développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de la santé et du numérique. Information à retrouver en page 2 et 3. L'info à chaud revient également sur la baguette de pain qui passe donc de 150 à 135 francs CFA en page 3 et en grande une. On parle donc de Francis Ngannou après avoir dignement représenté le Cameroun
l'inacceptable accueil, pour revenir sur la contradiction d'ailleurs sur le plateau concernant le précédent journal. Eh bien, aucune autorité municipale, administrative ou politique n'a fait le déplacement pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour accueillir le boxeur Francis Ngannou qui vient de faire flotter très haut le drapeau du Cameroun, nous fait savoir le journal en page 2 ce matin. Mutation revient sur les cas de corruption, le contre-rapport titre mutation pour revenir sur le rapport donc de la CONAC qui met le ministère qui situe les ministères les plus gangrénés qui refusent donc une certaine collaboration. Et parmi ces ministères, on note en pôle posture le ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières qui en est la parfaite illustration selon le journal Mutation en page 5, à retrouver en page 5, le journal Mutation qui revient également sur les compteurs prépayés. Et Néo nous fait savoir que c'est plus de 60 milliards de francs CFA de pertes par an, à retrouver donc en page 7 ce matin. Le messager de Feu Pius Ndiawe, également en kiosque ce jour, revient sur la lutte contre la corruption. Le rapport qui divise nous fait savoir le journal qui s'inscrit qui inscrit donc dans le hit parade 2023 de la CONAC, les ministères les plus corrompus, parmi lesquels le MINCAF qui on parle de catastrophe totale de ce côté-là. Information à retrouver en page 3 ce matin. Et au bas de la page, on parle de la Fédération camerounaise de lutte. 60 millions de francs CFA détournés, s'interroge le journal, pour faire montre de ce collectif des présidents des ligues régionales qui vient de saisir le tribunal criminel spécial. On en parle en page 12 de ce journal. Le journal Économie revient sur l'emploi qui recule et donc situe la périodicité allant de 2010 à 2021. Eh bien, c'est un constat de l'Institut national des statistiques qui vient de publier sa 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel. Information à retrouver en page 3 ce matin. Le Point Hebdo parle de la conquête de l'espace. Minette Libom Liliken, l'entourloupe, nous fait savoir le journal. Eh bien, selon le journal, parfois ici, alors que le pays croupit dans une incurable qualité de services de télécommunication, la mine Postel veut plutôt nous amener à la conquête de l'espace sur un matelas de milliards. Non pas que nous en sommes incapables, mais la manœuvre paraît trop grosse pour prospérer. L'on conclut à une tentative de délestage des caisses publiques de l'ordre de 2 milliards de francs CFA pour ce que le journal qualifie de maigres ressources aujourd'hui au Cameroun et parle d'un gré à gré qui serait déjà concédé à des structures opaques. Le journal Le Point Hebdo en parle naturellement ce jour. Quittons ce journal pour un autre journal. Il s'agit bien sûr d'Émergence qui est en kiosque et revient sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Pourquoi Paul Biya a cédé à la pression du GAFI, nous fait donc savoir le journal en page 3 ce matin. Alors, du côté du journal Première Heure qui s'intéresse au port autonome de Douala et les 7 scandales longtemps dissimulés éclatent donc enfin au grand jour. Eh bien, dans un document confidentiel élaboré par un collectif anonyme d'employés du port autonome de Douala, ceci livre à ce journal une série de 7 projets foireux orchestrés par le management actuel du port autonome de Douala sous couvert de faramineuses rétro-commissions, à lire en page 5 et 10 du journal. Repère revient sur les régies du terminal à conteneurs, renouvellement tout azimut des équipements. Eh bien, du côté de Repère, on parle donc de ce terminal à lire en page 2 et 3 du journal. Eh bien, on va parler du journal Popoli, le journal satirique qui revient sur ce retour au Cameroun de Francis Ngannou après son combat. Ngannou bientôt reçu à Etoudi, s'interroge le journal qui parle également du ministre Ngannou Djoumessi qui visite ses chantiers du côté de Douala. Illustration parfaite d'ailleurs à travers cette image que vous voyez, le ministre qui est donc englué dans de l'eau, dans une inondation
pour le journal Popoli. La nouvelle expression termine par là, parfois ici, parle de l'Assemblée nationale. Nietzsche charge Nganou Djoumessi. Eh bien, le député fait une revue détaillée des infrastructures routières dans un état très piteux au Cameroun, pour conclure que tous ces dysfonctionnements observés sur les différents chantiers routiers sont imputables uniquement au département ministériel dont le ministre des Travaux publics a la charge. Un vaste réquisitoire contre ce membre du gouvernement est donc lancé, à lire en pages 6 et 7. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on referme cette deuxième partie de la revue de presse sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45 minutes. La deuxième, à 10h15 au cours de cette prestigieuse émission Espace Mini. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h20. Eh bien, parfois ici, on va tout simplement s'intéresser au prix du pain, qui est en baisse, selon cette concertation entre le ministre du Commerce et les syndicats, le syndicat patronal, bien évidemment, des boulangers du Cameroun, qui ont trouvé donc un consensus pour que le pain puisse passer de 150 à 135 francs CFA. Patrick, moi j'ai un souci. J'ai un souci. Comme nous vivons dans un pays qui s'appelle Cameroun, avec cette affaire de rareté des pièces de monnaie, si on te demande 135 francs, tu es sûr que d'ici après-demain, tu les auras 135 francs en espèces. Enfin, c'est une question bête peut-être, mais bon. Bon, moi je me limite juste à donner l'information. Non, maintenant, moi je passe aux commentaires. Ici, oui, Blériot. La baguette coûte 135 francs, n'est-ce pas? Oui. On sait que chez nous, on découpe le pain en trois portions. La portion revient à combien? Voilà. Une autre question. C'est 50 francs la portion. Bien sûr, c'est 50 francs la portion. Ils vont pratiquer ça. Vous ne pensez pas que ce sera 42 francs la portion? Vous ne vous attendez pas à ce que ce soit 42 francs. Oh, le Cameroun. Ce que je sais parfois ici, c'est que la mesure prend effet dès ce jour. On ne dit pas non. Maintenant, on voit seulement dans la pratique. Dans la pratique. Maintenant, quand tu peux acheter le pain, tu veux le tiers du pain. Oui. Tu payes combien? Bon, non, ce n'est pas Patrick Balaga qui faut oublier. Est-ce qu'on peut embarrasser Patrick Balaga sera l'information. A fini son travail. Oui. Les gars ont accepté. Ceux qui vont nous entourlouper, c'est les vendeurs. Ils ont déjà la solution. Enfin, vous allez trouver 15 francs où pour faire rembourser. Vous donnez 200, on vous donne 50. Et quand on va s'habituer encore comme ça, on va oublier. Vous donnez 150, le gars n'a pas 15 francs. Toi, avec 135. Bon, toi, avec 135. Les pauvres avoir 135 francs. Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que tu es sûr d'ici après-demain, tu peux avoir 135 donc, francs? Les gens vont commencer à se réunir. Vous venez acheter le pain à 3. Ça peut être une Vous solution. donnez 400 francs. Sauf qu'il faut que vous rentriez, vous faire le partage aussi entre vous. Ça devient compliqué. Hein? C'est vrai que c'est... Nous nous suggérons, si vraiment on voulait aider les Camerounais, et je pense que c'est la politique du ministre du Commerce, Luc Magloambarga Tangana, d'aider les Camerounais, qu'on ait des chiffres ronds, on va parler comme au village, 100 francs, 150, 200, 250, ainsi de suite. C'est facile. Peut-être même on pouvait aller à 125. 125. Quand bien même le ministre prend des mesures prendrait des mesures pour qu'on aille dans ce sens, il y a même le problème du grammage que les boulangers ne veulent pas respecter et sur lequel le ministre est revenu récemment. Là, c'est le travail du ministère du Commerce. Il doit faire des descentes inopinées dans les boulangeries pour et vérifier le grammage du pain. Parce que les gens... C'est comme si le métier de boulangerie et de boulanger est un métier de bandit. Plein d'alvéoles, ils sont habitués à tourner la farine. Et vous tournez tout. Parce que c'est pas possible. Vous tenez un pain, vous vous demandez si c'est 200 grammes.
Oui, Le carton que vous tenez entre les mains, plein d'alvéoles partout. Et quand vous Vous commencez la à forme de manger légumes. le dit pain, moi je ne comprends pas. Et vous mangez du pain, vous prenez une assiette, vous mettez en bas. Mais Parce que la grande partie tombe. La grande partie tombe. Et justement, à l'intérieur même du pain, il n'y a rien. rien. La mie, ce qu'on appelle dans le pain, Il n'y a la mie. rien. La mie a disparu. Oui. On n'a plus que, oh mon Dieu. Ça prend le temps à te blesser dans la Oh bouche. là 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 et là tout là. et tout. On croit que tu es mal éduqué. Et vous venez de dire quelque... Dès que tu finis de manger, tu es mouillé. Oui, c'est vrai, vous êtes obligé, généralement, d'autres mangent. Si vous êtes devant les gens, vous êtes obligé de manger comme ça. Oui, voilà. Bien sûr que ça tombe directement au sol pour pas que vous... Et on va dire que tu es trop gourmand. Regarde alors les que- positions qu'il prend pour manger. C'est très compliqué quand même. Patrick Bala, Parfait ici. à demain 10h. À demain, parfait ici. Lorsque Patrick Bala parlait, donc, il nous a donné plusieurs informations. Oui. Vous serez encore plus édifiés ce soir en regardant nos éditions de 19h en anglais, sans oublier le 20h en français. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin qui restera toujours un fait de société et qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. La dénonciation de Bernardo. Je vous dis toujours qu'un jour, je vais verser sur ce plateau ce que parfois ici son consultant disent à certains invités. Tu n'es pas Je sûr vais, que je, je je vais les d'accord. trahir. Non, je vais vous trahir Je parfois vais dire ici. que je n'ai jamais dit cela. Ce sera votre parole contre la mienne. Et on croira beaucoup plus à moi. Ok, ok. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce l'essoufflement de la fonction publique camerounaise. Alors, cela part du constat selon lequel des rapports qui nous ont été adressés, pour certains concours administratifs, le nombre de places demandées, croisé au nombre de candidats inscrits, est assez problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dernièrement, pour le concours des douanes, par exemple, on voulait 60 places. Du moins, il y avait 60 places disponibles, mais on avait 20 000 candidats. Pour le Trésor, 40 places étaient sollicitées, mais on avait 10 000 candidats. Donc, on avait 100 places sollicitées pour la fonction publique pour 30 000 candidats. 100 places. 100 places 100 places. pour 30 000 candidats. candidats inscrits. Et donc, on peut étendre cela à l'ENAM, à l'EMIA, au BIR, à la police, tout ce que vous imaginez. Vous voyez qu'on est de l'ordre de peut-être 300 à 450 000 candidats pour même pas 1500 places. Ce qui est extrêmement problématique. Donc, on se demande dans ce contexte-là, si jamais notre gouvernement ne montre pas des signes d'essoufflement. Est-ce que notre gouvernement ne montre pas de façon claire qu'il ne peut plus recruter de fonctionnaires et donc qu'il devrait trouver une alternative, notamment financer le secteur privé? L'inciter à être davantage fort pour résorber, pour absorber la masse de chômeurs qui est grandissante au Cameroun. Donc face à cela, les démineurs ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Merci Bernardo pour votre dénonciation matinale. Madame Bissobiela, bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour à tout le panel et puis je vais d'abord dire à Parfait un gros happy birthday. Et on dit un jour de plus, c'est un jour vers la tombe. C'est ce que je n'aime pas entendre. On remercie aussi en même temps l'Éternel de nous avoir accordé ce jour de plus. Merci beaucoup. Je souligne que Madame Bissobiela est une femme politique. Elle milite pour les idéaux de l'UNDP. Oui, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Madame Bissot, hier vous n'étiez pas là. Pour l'anniversaire du Nkuta, nous sommes allés manger du sanga, du pangolin. En plus. Je vous dis, vous n'étiez pas là. La bonne vipère. Il y avait une vipère, c'est que j'ai Vraiment. raté en tant que matrice. Et on avait. Chez nous, on dit P pour dire la vipère. Donc, c'était bien. Bon, monsieur Niamé, comme il ne mange pas beaucoup, il ne s'est pas gavé. Moi, j'ai. On dit les Bassas sont près des Sawa, donc ils aiment. Oui, Oui, mais nous les bêtis, on s'en piffe. Hein. Sans modération. On voit à quoi ressemble Parfait. Ah bon? Incroyable. Madame Bissobiela, elle est bizarre. Ce petit pic. Et c'est entré. La bonne humeur, il faut l'avoir. Merci Madame Bissobiela d'être là ce matin. On Je revient vous donc remercie. à notre dénonciation. Les concours à l'Indouk lancés par la fonction publique camerounaise, de plus en plus, vous avez
des candidats, pas des candidats, des places qui sont offertes ou bien mises en jeu, et qui sont extrêmement petites. Ah oui. Mais le nombre de candidats est comme un océan. Bernardo a pris une illustration tout à l'heure. Dernier concours au niveau des douanes, niveau BEPC, 60 places. Ils étaient environ 20 000 candidats. Trésor, niveau BPC, 40 places, ils étaient environ 10 000. Ça fait donc 100 places pour environ 30 000 candidats. Un ratio à donner au tournis. Alors, comment on arrive là? Je vais en surprendre plus d'un avec mon analyse, mais c'est tout simple en réalité. Parce que ce genre de ratio, c'est la consécration en réalité de l'arbitraire, de la corruption. Parce que aussi intelligent que vous puissiez être, challenger quand même dans un tel contexte. Là, c'est fait, il y aura 29 900 personnes qui sont éliminées. En tenant en compte des process qui sont mis en place, notamment pour concourir. Alors, pourquoi on en est là? En réalité, ce genre de situation est un aveu d'échec. Parce que toute politique, en réalité, devrait avoir pour catalyseur et devrait avoir pour enjeu et pour fin le bien-être économique, la dynamisation du système économique. C'est parce que justement, au niveau économique, on s'est raté au niveau politique, qu'on a donc cette espèce de, voilà, de goulot, de cloisonnement, hein, de blocus là, qui fait qu'on a un système économique qui n'arrive pas facilement à absorber le trop plein de demandeurs, de requérants d'emploi. Tout le monde regarde finalement la fonction publique qui ailleurs dans d'autres systèmes économiques est plutôt regardée avec condescendance, en tout cas condescendance entre guillemets, mais elle n'attire pas foule en réalité. On veut plutôt aller dans le secteur des activités économiques, les entreprises, etc. parce que là-bas c'est bien rémunéré, c'est dynamique, etc. L'État est plutôt regardé de façon un tout petit peu péjorative. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'État devient maintenant l'Eldorado, où tout le monde veut aller, au détriment d'une insertion dans le système économique, proprement dit, le secteur privé et tout. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut véritablement réajuster les choses. On s'est raté économiquement, et il faut véritablement que nos politiques aient désormais pour véritable enjeu l'amélioration des conditions économiques des Camerounais, la restructuration économique. Il y a notamment la stratégie de développement SND Horizon 30, mais qui, nous le savons, sera un échec, parce que véritablement toutes les politiques qui ont été mises en œuvre avant n'ont même pas déjà été véritablement un succès. On calque des choses comme ça, je sais pas, comme créer par sur un coup de baguette magique, et on pense que on va les appliquer comme ça et ça va marcher. Repensons l'économie. Si on repense l'économie, on va résoudre ce problème au niveau des concours où il y a ce trop plein de personnes et que le gouvernement finalement ne peut pas prendre. Pierre Blériot-Niamek, je pense que cette dénonciation est forte. Elle mérite d'ailleurs, même un arrêt majeur. Hein. On verra. Mais nous en parlons d'abord ce matin. Nous avons donné quelques chiffres tout à l'heure. C'est peut-être la preuve de ce que l'État est essoufflé. Entre-temps, je me dis qu'il faut donc chercher une solution. S'il y a un problème, il faut chercher une solution. La solution face à cette dénonciation ne viendrait-elle pas du secteur privé, que l'État essaye donc de soutenir le secteur privé? Parfait, ici, je vous ai demandé un stylo et une feuille. Parce que j'aime à le dire, moi j'ai fait beaucoup de calculs. Je suis professeur de logique. L'État a trouvé sa solution. Nous allons revenir sur le secteur privé. Quand vous êtes 30 000 candidats, oui, vous versez à l'État à peu près 30 000 francs par candidat. Ça vous fait 900 millions que vous versez à l'État. Près d'un milliard. C'est 900 milliards. Et quand l'État prend ces 900 millions, il les met au niveau d'une banque de 10%. L'État a 112 millions par an de bénéfices. L'État paie à peu près 9 600 000 de salaire aux fonctionnaires de cette catégorie. Ils ont entre 80 et 100 000 francs de salaire. Ça veut dire, en fait, vous donnez votre argent pour vous faire payer vous-même. En fait, les autres,
ceux qui sont éliminés cotisent pour qu'on paye ceux qui ont réussi. été recrutés. Les 100 qui sont reçus ont à peu près 9 600 000 de salaire par mois. Donc, ils ont dans les 115, 16 millions par an. C'est eux-mêmes qui se payent et l'État garde l'argent. Donc, l'État a sa solution. Mais en fait, c'est... Est-ce que ce n'est pas une grosse escroquerie? C'est de l'escroquerie. Est-ce que c'est même pas de l'arnaque? Je laisse d'abord l'État, je reviens à votre niveau. Parfait ici prétend qu'il veut recruter les journalistes à Info TV. Il connaît le nombre de places disponibles. Il laisse 10 000 personnes venir concourir et il demande que chaque personne donne 5 000. On va donc donner 50 millions à Parfait ici. Et il va recruter 5 journalistes. C'est très ingénieux. Pourquoi vous ne voyez? Quand c'est l'État qui vole, les gens ne voient pas. Normalement, vous devez rembourser l'argent des gens. Vous devez limiter le nombre de places pour ceux qui concourent. Vous ne pouvez pas donner un nombre de places infini. Et vous savez que la part du travail, la recherche du travail est tellement forte chez nous que tout le monde viendra. Donc c'est de l'arnaque. L'État doit rembourser l'argent de ces gens-là. C'est-à-dire on doit dire, quand on a 40 places, lorsqu'on a 200 inscrits, on dit c'est bon. Vous les 200 vont concourir. Point. Puisque c'est parmi les 200 qu'on va tirer 40. Pourquoi aller chercher 10 000 personnes, 20 000 personnes? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et le même principe, avant que je n'arrive... Et là, ce n'était que pour... maintenant, comment avoir les 200 personnes? Un concours, pas tous les concours des douanes. C'est un concours des douanes, un concours du trésor. Maintenant, si on peut, on l'élargit. On va à l'ENAM, on va à l'EMIA, on va à Polytech, on va à la faculté de médecine, on va à l'ESTIC, on va à l'UGS, on va à la GP, on va au BIR, on va au simple recrutement, on va à la police. Mais ça fait des centaines de milliards que l'État récolte régulièrement. Quand vous êtes un jeune au Cameroun, vous allez à l'école pour chercher du travail. Une fois que vous avez fini de faire l'école, votre travail consiste à chercher du travail. Vous voyez, c'est ça votre nouveau travail. Quand tu demandes à un jeune, tu fais quoi? Il dit, tu cherches du travail. Donc, son travail, c'est chercher le travail. Et l'État fait ça expressément. Alors, dans toutes les économies modernes, c'est le secteur privé qui porte le développement. Dans tous les... On l'accompagne. On lui accorde des facilités parce que lui, c'est créer de la richesse. L'État est là pour redistribuer. L'État est un paresseux, il faut comprendre ça. L'État, c'est qui? C'est un type que nous avons créé, nous. Il est assis, il vous prend l'argent, il prend les impôts. L'État ne crée pas la richesse. Il faut que les gens le sachent. Il ramasse la richesse qui existe, il vend ici, il dit que je suis propriétaire de telle terre. Voilà l'État. Mais l'État suscite des individus qui peuvent créer de la richesse. Et l'État doit créer des conditions pour que ces individus l'aident. L'État a reconnu cela au niveau, par exemple, de l'enseignement, non? Vous pensez que si les privés ferment, l'État du Cameroun peut... Ce n'est pas possible. Au niveau de la santé, si les privés ferment... C'est pas possible. C'est donc au niveau de la presse. Ce n'est pas possible. Si nous fermons les accès artificiels, il y aura quoi? Non, c'est la catastrophe. Donc, il faut... Et c'est le Sauf que dans ce cas, quand même, la CRTV et tous les médias capitaux publics arrivent à siphonner tout seul la redevance audiovisuelle. Non, mais c'est même une injustice aberrante. C'est même une injustice aberrante. C'est-à-dire que le soutien que l'État devrait apporter à ces services, à ces organes qui lui apportent un appui indéniable, n'est plus à démontrer. Donc, l'État devrait, au lieu de voler comme ça 900 millions facilement, vous prenez les 900 millions aussi. Vous soutenez de vrais chefs d'entreprise, de vrais projets qui créent effectivement de l'emploi en provoquant de la richesse. C'est comme ça. Mais vous prenez l'argent des gens. Non. Moi, je crois que les Camerounais doivent porter souvent plainte au tribunal administratif. Oui, pour demander, non, mais pour dénoncer. Parce que, attendez, comment on va intituler la plainte là? Escroquerie. Et arnaque à ciel ouvert. Parce que, je parle pas ici, je vous dis clairement, si vous lancez un concours ici, les Camerounais sont tellement à la recherche du travail, vous dites aux gens, je veux 5 places. Vous ne fermez pas. Vous aurez 40 000 jeunes Camerounais qui viendront déposer les dossiers ici.
alors que vous savez que vous êtes en train de les arnaquer. Si vous pratiquez cela, on doit vous porter plainte. Si c'est l'État qui siphonne, parce que je vous ai dit que ces jeunes n'ont rien d'autre. Mais tant que tu as un enfant à la maison qui dit que son travail, c'est chercher du travail, tous les jours, tu vas payer les concours. Tous les jours, il y a des gens qui ont tellement investi dans les concours que si on venait à leur rembourser leur argent des concours, ils pourraient lancer un business. Ça deviendrait un capital. Ça deviendrait un capital. Ne parlons pas de la valeur ajoutée parce que c'est de l'argent que vous déposez dans les banques. Avec après Orange Money s'en mêle déjà. On ne sait pas quelle tractation les ministères ont souvent avec Orange Money. Parce que voilà un type qui est venu chez nous pour dire qu'il fait la télécommunication. Puis finalement, maintenant il fait la banque. Il fait dans la banque. Il fait dans la banque. Porte-monnaie électronique, nous on doit payer pour l'argent qu'on dépose. Maintenant tu déposes ton argent par là ici parce que je sors par là. Chaque fois que tu veux faire un retrait à Orange ou à MTN, on te coupe de l'argent. Chaque fois que tu as de l'argent, on te coupe de l'argent. Mais vous savez là où les deux nous arnaquent? Non. Quand vous déposez de l'argent à la banque, vous participez aux intérêts de la banque. C'est-à-dire que les transactions d'Orange Money en banque, les bénéfices, une partie, à peu près 20% des bénéfices devraient être reversés aux clients. C'est le principe de la banque. En fait, c'est pour ça, quand vous déposez votre argent à la banque vous coupe certes des choses, mais à la fin, la banque vous donne aussi des intérêts dans les activités qu'elle a faites. En fonction du compte que vous avez ouvert. En fonction du type de compte que vous avez ouvert. Nous, on a mis notre argent. Si tu mets 100 000, tu veux sortir 20 000, on te coupe 350. Tu veux sortir 10 000, on te coupe. Mais à la fin, toi, tu ne sais pas. Il y a un seul qui bénéficie de tous les intérêts que nous générons. Donc, voilà. Bon. Et madame la ministre des télécommunications qui veut aller sur la Lune. Ah, il faut qu'on parle de ça. Merci beaucoup. Elle n'arrive pas à maîtriser Orange et MTN. Elle nous a grondé quand vous avez lancé. Elle veut aller sur la Lune. C'est comme ça que les gens avaient trompé le président Mobutu. Ils ont dit qu'ils vont faire un truc spatial. Arrête, laisse. On arrange d'abord MTN et Orange. Moi, je tenais, Madame le ministre, vous nous écoutez ce matin avec tout le respect que je vous dois. 95%, voire plus, des télécommunications sur la Terre sont gérées par un réseau de câbles sous-marins. L'espace n'existe pas. Ce qu'on appelle dans l'anglicisme consacré outer space. Ça n'existe pas. Au-dessus de la Terre, il y a ce qu'on appelle un dôme firmament. Ça a été démontré par une opération menée par les États-Unis et ses services scientifiques et d'intelligence dans les années 50. Opération Fishball. Il y a un dôme firmament au-dessus de la Terre. Rien ne va au-delà d'une certaine altitude. Rien ne peut sortir de la Terre. Ce qu'on appelle outer space, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Donc, lorsque vous parlez pour une terre où on a 95% des communications gérées par un réseau de câbles sous-marins et dans un réseau d'antennes relais, vous nous parlez d'investir 2 milliards dans un tel marasme. Est-ce que c'est beaucoup? 2 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Elle est même modeste. Bernardo Basson, nous parlons donc là de cette affaire de concours administratifs, le gap qui existe entre les candidats et les places mises à leur disposition. Et nous pensons que le secteur privé, booster le secteur privé peut être une solution idoine, comme ça se passe d'ailleurs dans bon nombre de pays, qu'ils soient africains ou bien occidentaux. Je prends l'exemple d'Info TV. Le port ne se disant jamais gras, c'est vrai. Avec tout ce que Info TV abat comme travail, on a pratiquement plus de 100 employés. Si l'État décide, par exemple, de soutenir Info TV, est-ce qu'Info TV ne ferait pas mieux en termes de recrutement, en termes de rendement de service, en termes de ceci? J'ai pris l'exemple d'Info TV. On peut multiplier les exemples au niveau du secteur privé. Je ne vais pas parler d'Info TV parce que parler de soi peut apparaître pédant. Mais à la vérité, à la réalité, beaucoup d'autres choses vous échappent volontairement. La question de la surenchère, de la corruption et du système de formation au Cameroun, notamment. Concernant la surenchère, il faut noter que lorsque le nombre de places est largement inférieur au nombre de candidats, on crée une poche dans laquelle on estime que les candidats les moins méritants, mais qui veulent naturellement être admis, devront surenchérir. Donc, en plus de payer des frais de concours, devront éventuellement payer d'autres frais supplémentaires qui sont la corruption, donc le second élément. Et donc forcément, le système de corruption se met en place.
concernant le secteur privé que vous évoquez parfait ici, vous avez tort de voir les choses comme ça. Un secteur privé fort crée une fois de plus un contre-pouvoir intéressant pour un régime. Dans certains pays, les grands entrepreneurs privés ont une influence manifeste dans la vie publique de ce pays-là. Des fois, ces grands entrepreneurs C'est dont nous avons peur au Cameroun. Oui, font et défont les ministres et même parfois le très haut pouvoir niveau. même que vous avez au Cameroun, vous faites même quoi avec le pouvoir là? Moi, honnêtement, ça ne me concerne pas. Je suis dans ma démonstration. Donc, dans un pays comme le Cameroun, notre régime recherche tout simplement son maintien à son poste. Et donc, même ceux qui sont entrepreneurs d'un certain niveau doivent être fabriqués par le régime pour être éventuellement phagocytés à terme si jamais ils voudraient lever la tête. Donc, ce secteur privé au Cameroun est bancal, est maladroit, de façon voulue par les pouvoirs publics, parce qu'un secteur privé fort deviendrait un contre-pouvoir manifeste pour ces publics-là. Il faut bien le comprendre. Maintenant, dans notre pays, il faut noter que parfois ici, la vision à terme n'est pas le développement. Le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais. Le Cameroun appartient aux étrangers. Vous voyez. C'est pour cela qu'on fait de la place aux étrangers dans le secteur privé. On permet aux autres, les gens viennent construire de grands supermarchés, de grandes entreprises au Cameroun, de grands constructeurs, tout ce que vous voulez. Effectivement, parce que parfois les bailleurs de fonds estiment que pour qu'on reste bien avec vous, il faut que vous confiez certaines parts de marché à certains expatriés. Donc tout cela est un système tellement complexe, tellement compliqué. Donc ce que moi je souhaite quand même dire, c'est que dans ce Cameroun, vous me faites rire parce que vous semblez parler avec passion, comme si vous avez encore espoir en notre régime. Le régime est d'abord essoufflé. Vous avez perdu tout espoir. Oui, parfait. Ici, les Camerounais sont exilés. Je vous ai dit hier que l'exil, ce n'est pas quitter sa terre pour aller ailleurs. Le pire exil, c'est d'être chez soi et de ne pas avoir quoi aimer chez soi. On nous fait tout détester au Cameroun. L'accès à l'emploi, c'est compliqué. L'accès au logement, c'est compliqué. Aux soins de santé, c'est compliqué. Et même parfait ici, la formation au Cameroun est la première conséquence de tout cela. Je vous justement, pose une autre préoccupation. Oui, vous gardez le microphone. Vous avez justement parlé de formation. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit je vous pose une autre préoccupation. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous commencions à nous dire que lorsqu'un enfant est entré à l'université de Yaoundé 2 soir pour étudier le droit, au sortir de là, que ce ne soit pas une fixation pour l'accès à l'ENAM, mais que ce garçon voit dans quelle mesure il peut ouvrir un cabinet d'avocat pour qu'il puisse s'auto-employer et employer d'autres frères. Si un enfant est entré à la faculté de médecine, que le gouvernement puisse mettre des mécanismes sur pied, qu'au sortir de la faculté de médecine, qu'il puisse ouvrir sa clinique où il s'auto-emploie et employer d'autres Camerounais. Je suis à la recherche des solutions, Bernardo Basson. Parfait, ici, je ne vais pas répondre de manière profonde parce que ça peut me créer d'autres problèmes. Ah bon? Oui, on se comprend très bien. Mais, par exemple, quand on entre à Yaoundé 2 soirs, ce qui se passe, c'est que n'en voulez pas aux humains d'espérer le meilleur. Au Cameroun, les magistrats n'ont pas un si grand salaire que cela. Mais notre système judiciaire a beaucoup d'autres problèmes qui permettent à certains magistrats de s'enrichir par d'autres canons que les canons prévus par leur salaire. Ce qui fait que pour ceux qui entrent et qui font droit, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de meilleures conditions de vie. Et la magistrature semble la leur promettre, ou les leur promettre. Vous pensez que lorsque vous êtes sorti à soi, vous avez eu une bonne formation en droit, oui. Vous avez été dans un cabinet d'avocats pour apprendre comment ça se passe de ce côté, vous êtes sorti avocat, vous ouvrez votre propre cabinet, un bon avocat au Cameroun peut vraiment envier un magistrat? Je vais vous répondre. Premièrement, au Cameroun, la loi sur la profession d'avocat demande que l'examen soit lancé chaque année. Le dernier examen au Cameroun a été lancé il y a 9 ans. Voilà pourquoi je vous dis, Bernard, est-ce que le gouvernement ne doit pas mettre des mécanismes pour faciliter? Non, parce que l'avocature relève d'un ordre privé. C'est vrai, le gouvernement a bien sûr un droit de regard, un contrôle, mais c'est un ordre qui est privé. Et dans cet ordre-là, parfois, certains grands avocats bloquent même l'examen du barreau.
parce qu'ils voudraient que leurs enfants, qui sont déjà avocats, pas qu'on bloque l'entrée, on ne bloquera rien. Le gouvernement a déjà permis au barreau de fonctionner sous forme d'ordre privé. C'est déjà le contrôleur et le régulateur. Parfois ici. Bernardo est très cultivé. Vous savez, l'État du Cameroun laisse des gens faire beaucoup de bêtises. Vous savez comment le problème a été résolu au Rwanda? Non. On a créé la law school. On a créé les écoles de ces choses dans les corps de judiciaires. Tout à fait. On a créé, ça devient comme l'université. Tout à fait. D'accord? On les laisse avec leur ordre. Ils restent avec, parce que l'ordre est mystique. Quand tu es dans l'ordre, c'est les choses des sectes. C'est entre eux. On crée les écoles qui forment les magistrats, qui forment les avocats, les huissiers. On crée de bonnes écoles. Mais une fois que tu es sur le terrain, vous allez compétir, non? Autre chose, parfait ici. Quand vous parlez des cabinets d'avocats, c'est vrai, sortir avocat, c'est très, vous savez que moi, j'aspire à l'être bientôt. Mais, en cabinet d'avocats, tous ceux qui y sont comme collaborateurs souffrent énormément. Un critère, allez au palais de justice. Placez-vous comme ça et regardez les jeunes qui arrivent là avec des vestes. Vous allez voir que parfois les vestes sont propres, mais les chaussures sont finies d'un côté. Non, elles sont finies d'un côté. Parce que justement, ils sont dans un ordre. Non, et en plus, ils sont encore dans l'apprentissage. Non, pas ici. L'élève magistrat vit comme ça. Non, pas non, laissons cette comparaison. L'élève policier vit comme ça. Ici, Bernardo est dans ce corps. Il le connaît mieux que nous tous. Le corps des avocats, c'est un ordre. Et aller vraiment loin dans le concept d'ordre. Chez les avocats, il le sait. Quand vous êtes au tribunal, si Parfait ici est avocat avant moi, même s'il est jeune en âge par rapport à moi, quand nous sommes au tribunal, les dossiers de Parfait ici passent avant les miens. Même si je suis arrivé après Parfait ici, c'est ce qui se passe. Il y a un nom pour désigner cette pratique. La préséance. La préséance. Donc, il fonctionne effectivement. Quand tu es dans une étude d'avocat, on te torture. Parce que c'est que si tu t'en sors un jour, tu pourras respirer. Mais on te presse. Madame Bissot. Je voudrais sortir par termine. Sur la formation. Je vais en parler tout à l'heure. Madame Bissot Obiela, nous sommes à la recherche des solutions. L'État ne peut plus convenablement recruter. Et nous sommes en train de proposer à cet État de mettre sur pied des mécanismes pour soutenir le secteur privé. Vous ne pensez pas que la solution viendrait de là? Bon, moi, à mon avis, je pense que c'est la meilleure des solutions. Soutenir le secteur privé. Nous avons vu déjà avec la santé, le ministère de la Santé, quand il lance les concours, par exemple, dernièrement, il y a eu les IDE, ça a été élargi et nous constatons qu'on recrute tout le monde. Bon, on fait passer tout le monde, mais quand les noms sortent, ils sont distribués dans des écoles privées parce qu'il y a à peine une école digne de ce nom qui forme des infirmiers diplômés d'État. Et nous constatons que si vraiment... Et quand ils ont fini donc tout ça, la formation, on commence à chercher le travail. Ils commencent à chercher le travail. Il y a des concours d'intégration. Le travail devient chercher le travail ou bien aller être stagiaire dans les différentes formations. On leur propose 20 000. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 de taxi. Un hôpital catholique a proposé à une fille sortie de l'université catholique. Monsieur Niemek, 20 000 les études hyper chères. 20 000 de salaire ici, c'est pas la blague. 20 000. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, Madame Issoui-là, pourquoi on ne puisse donc plus proposer 20 000 dans un dispensaire catholique, que l'État voit dans quelle mesure soutenir ces efforts des particuliers. Ces hôpitaux catholiques, ça c'est une vérité, mais nous constatons qu'en quelque sorte l'État joue à l'hypocrisie, on va laisser le côté vol et consort. L'État est d'abord la plus grosse hypocrisie qui puisse exister sur la terre, parce que nous constatons, surtout moi je vais parler du Cameroun parce que je suis Camerounais, je ne vais pas prendre les employeurs, nous constatons qu'au Cameroun, malgré que ces jeunes sont recrutés dans tout ce qu'on peut dire, ils sont mal payés. Ils sont d'abord mal payés. Monsieur Niemek a fait les calculs tout à l'heure. Ils sont vraiment mal payés. Après 10 ans d'études, après des formations, après des complications, des sacrifices, vous venez avoir un 50, 60 000 francs, ça ne vaut pas la peine. Que l'État
comme M. Basson l'a dit en amont, soutiennent le secteur privé. Il est bien vrai que le secteur privé aussi tient en otage l'État quand ils sont vraiment assis. Ça veut dire, nous voyons ce que la SNH est aujourd'hui vis-à-vis de l'État. Nous voyons ce que le port autonome est aujourd'hui vis-à-vis de l'État. Mais que l'État essaye de faire un certain équilibre dans toute cette histoire-là. Pour que les jeunes qui viennent demain là, nous avons déjà perdu, nous sommes les générations perdues depuis 40 ans. Nous essayons aussi que les générations qui viennent ne soient pas plus sacrifiés. Aussi, il faut, comme on dit, vendre tout le pays et recommencer à zéro comme le Rwanda l'a fait. Et nous allons voir que les choses iront. Mais l'espoir, essayons de le garder quand même. Ne perdons pas cet espoir. Sinon, nos enfants sont tous morts, comme le ministre l'a dit un jour. Merci beaucoup. Disons les nombreuses préoccupations de nos chers téléspectateurs. Nous partons d'abord du côté du 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, happy birthday. Que le meilleur de l'année passée soit le pire dans ta vie. Désormais, Bernardo Basson a raison. C'est vrai que ne comprends même pas bien ce que tu viens de dire là. Oui. Que ce que tu avais de très bon l'année passée, soit ce que tu auras de moins bon cette année. Donc que cette année soit meilleure. Pourquoi on doit compliquer le Ça les tournures langagières. Désormais, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, Canada. Ça, c'est la meilleure. C'est quoi le rôle du ministre des Loisirs du Cameroun? Apparemment, il illustre et représente bien sa dénomination. Il est dans les loisirs depuis qu'on l'a nommé. Il faut savoir que c'est le président de Madame Bissobiela. Autre message ce jour. Nous partons en Côte d'Ivoire. C'est le 225. Alors, espace miné talk show mondial d'excellence et d'interaction. Recevez le shalom des dieux. Les salaires en Côte d'Ivoire sont relativement moyens eu égard à l'inflation. Journaliste, ouvrez bien vos oreilles. Journaliste, ouvrez bien vos oreilles. Journaliste, 268 000 au top management qui reçoit au moins 800 000 par mois. On continue. Avocat, entre 300 000 et 800 000. On continue. Magistrat, entre 1,5 million et 4 millions de francs. Enseignant du secondaire, 350 000. Enseignant de l'université, 600 000 à 1,25 million. Député, 2,65 millions. Administration publique, 250 000 à 2 millions. Il y a présentement des négociations pour une augmentation à cause de l'inflation. Nos gouvernants doivent faire des efforts pour une meilleure. L'afro-optimiste Djedjegui d'Abidjan. Dis à Didier de ne pas susciter la révolte au Cameroun. Il nous envoie les chiffres là. Pourquoi? On ne va jamais se révolter. Non, il nous envoie les chiffres là. Pourquoi? Quand tu entends les montants, le Camerounais a été primé de façon à ce qu'il s'est complet dans son mode de vie. On va encore Madame Bissobiela, ce que vous dites ne trouve pas son écho lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans la partie anglophone du Cameroun. Ce qui crée la révolte qu'on ne souhaite pas. Ce qui crée la révolte qu'on ne souhaite pas, c'est d'abord les inégalités. Lorsqu'on a deux éléments, premier élément, la certitude de ce que les inégalités deviennent de plus en plus abyssales. Le second élément, qu'il y a une conspiration profonde entre les gouvernants au détriment des gouvernés, la révolte est inévitable. Dans le Cameroun, peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 5 ans, mais quoi qu'il arrive, si les choses perdurent, de toutes les façons, nous sommes à la recherche des solutions et non à la révolte. Entrer dans le RDPC, être militant du RDPC, être cadre du RDPC, afin de perpétuer ce qui se passe aujourd'hui. Non, ça c'était avant la semaine. Non, c'était avant la semaine passée. Maintenant, il veut aller au Canada. Nous allons lire d'autres messages, tout en disant à notre ami d'Abidjan, il ne nous écoute pas. Je pense qu'on a fermé le micro. Au Cameroun, il y a des journalistes qui n'ont même pas 50 000. Faut pas... Non, notre ami d'Abidjan n'a pas suivi. Il y a des bon, notre SMIC aussi, le SMIC au Cameroun, c'est 40 000. Quand on dit SMIC, les ménages, 47 000. Lisons d'autres messages. Bonjour le panel. Et il y a des moments où je regrette d'être né camerounais. Oh là là. Notre pays fait la honte du continent. Le Canada est la terre de mon espoir. Professeur Dave Landry et depuis Guider.
Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut... C'est tellement triste. Tous les matins, je viens lire les messages. Parce que des gens prennent beaucoup d'argent, ils mettent dans leur secte. Lisons les autres messages. Bonjour parfait à votre panel. Bernardo a trouvé le mot juste. J'ajouterais même que le gouvernement est impuissant, âné, peiné, époumoné, oppressé, haleté, fatigué, et cela se justifie. Parfait. Si en allant à Douala, vous prenez un bus de 70 places, où le chauffeur et les passagers ont plus de 70 ans, que ferez-vous? Un pays où les enseignants grèvent depuis septembre, ça ne gêne personne. Mais c'est la victoire volée d'Engano qui émeut tout un pays. Un pays où le préfet du Ndjerem a redéployé les enseignants hier. Bernardo, le seul secteur d'activité qui fonctionne normalement au Cameroun, c'est la vente du piment. Le pays est gouverné par les hommes du Néandertalien. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, l'ENAM par an, c'est 600 places et 40 000 candidats. Et à dater d'aujourd'hui, toutes les licences font l'ENAM. D'ailleurs, le directeur du port de Douala a une licence en sciences. La solution pour restreindre l'accès aux candidats eût été de présélectionner des candidats à l'exemple. Ne peut concourir celui qui justifie d'une moyenne de 12 au minimum. Cette affaire où tout le monde, y compris ceux qui ont passé leur vie au rattrapage à l'université, deviennent par abracadabrantex intelligents et réussissent la magistrature devant les docteurs et les vrais génies. C'est une aberration du sauvagisme, de l'obscurantisme. Pourquoi vous êtes fâchés comme ça? Vous avez dit sur ce plateau que ce n'est même pas à l'université qu'il faut commencer, c'est dès le secondaire là-bas. L'histoire des délibérations d'abord au bac là, c'est quoi? On commence à avoir les meilleurs, c'est-à-dire le relevé de notes, ça tombe. Madame Dissobier là. On sait que depuis les premiers pas au secondaire, permettez à nos téléspectateurs d'avoir le temps de parole. Qui nous subissent régulièrement. Et là, je pars du côté du Gabon sur le 241. Bonjour aux démineurs, je suis fan de votre émission, car tout le peuple africain se retrouve dans toutes vos dénonciations. Nous avons la chance d'une telle émission qui doit faire partout, pas seulement au Cameroun. C'est Bekale Meyo, Georges depuis Libreville. Nos amis du Gabon. On est en train de voir comment faire un tour au Gabon dans les prochaines semaines. Bonjour aux démineurs perfects, nos dirigeants ont choisi leur côté. Ils volent notre argent et financent les sectes. Oh là là, vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites, monsieur Basson, vivons seulement. Bonne émission, c'est Antoine depuis Kribi. Non, vraiment, qu'ils ne me disent pas ça, moi, Antoine, parce que moi, bientôt, je vais rentrer au village. Moi, je suis un bonbon. Dès qu'on me consacre, je rentre au village. Je vais vivre là-bas. Je vais manger des rats palmistes. Parce que irait au Canada. Ce gouvernement... Non, s'il n'y avait pas le Mbok, c'est que je suis parti depuis. Parce que le Cameroun est petit pour la méchanceté de nos gouvernants. Monsieur Bernardo, calmez-vous. Non, ne me calmez pas. Calmez-vous. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour les grands du micro. Sachez qu'un Camerounais est un Canadien qui s'ignore. Incroyable. Je vous amène au plus 39 et c'est l'Italie. Que dit notre téléspectateur de l'Italie? Bonjour, perfectissimo. Les facilitations dont nous parlons pour la création des emplois par le secteur privé et dont la création des richesses sont bien connues par nos dirigeants. Mais comme ils veulent briller seuls, on met les bâtons dans les roues, même de ceux qui veulent entreprendre avec leur propre argent. Ils ont utilisé les chapitres 94, 65 et 57 jusqu'à assassiner un journaliste. Et on a tous vu. Et en tout cas, les Camerounais continuent de lutter pour se nourrir, chacun autant qu'il peut. Oh là là, est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui peut défendre les dirigeants du Cameroun aujourd'hui? Moi, ça m'inquiète. Tout le monde est contre les dirigeants, mais c'est pas bien. Moi, je cherche quelqu'un qui va défendre les dirigeants. Bonjour le panel, c'est la bière qui nous retient encore ici. On serait parti depuis. Le travail dans ce pays, c'est la sorcellerie. Autre préoccupation. Alors, je pars au 226. C'est le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Salut le plateau. Parfait. Ici, je ne vous comprends pas. Nous autres qui avions déjà perdu nos âmes, comment allons-nous faire pour réussir en concours et être admis
transmis dans ces conditions. Hier, après votre émission, je suis allé voir des Églisiens pour le rachat de mon âme. Malheureusement, la maison à étage de Tchangos était fermée. Voilà que Niemek refuse de me recruter comme ramasseur de balles. Parfait, ici, s'il te plaît, demande à Basson de cesser d'insulter Satan. Très souvent, il me dit de balles. Est-il sûr qu'il ira au paradis? Et dans tous les cas, Satan vous attend devant la porte de l'enfer. Si vous n'êtes pas sûr du paradis, commencez par faire ami avec lui pour que votre douleur soit adoucie le jour dit. Bernardo, comment va ma Thérèse des mini-fermes avec au poisson brisé, au piment dangereux? Niemek, comment vont les voisins de Fanta Citron, au Carrefour Emi, le Mateko, Kradat, le château? Vraiment, Ongola, c'est Paul depuis Ouagadougou. Bon, ma Thérèse de mini-ferme va très bien et son piment chauffe toujours très bien. Ça passe? Non, ça passe, vraiment. Alors, et papa, ici, par rapport à Satan, il faut bien qu'il comprenne que Satan n'est pas fou. Il sait très bien ce que les gens vivent avant d'aller le voir. Chaque Camerounais qui sera aux portes de l'enfer, Satan lui dira non. Tu as eu ta part d'enfer en haut. Chez toi. Je ne te reçois pas ici. Continue une fois là où tu peux. Ici, il n'y a pas de place pour nous. Parce que nous, on vit notre enfer dans ces pays. Alors, lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Je pars du côté du 250. C'est le Rwanda, je pense. Non, 230, c'est le Rwanda. 250, c'est quel pays là? C'est alors, salut mon frère, je suis un Touari 7, je suis rwandais. Voilà, c'est le Rwanda. Je réside à Kigali. Ouais. Il est encore en train d'écrire. Il va... on espère lire ton message tout à l'heure. Je repars au Gabon. Ce sont mes amis, les Gabonais. Bonjour, parfait. J'aime vraiment le Kosovo, comme les Camerounais aiment la bière. Vous êtes facile. Alors, je repars au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, ici le seul diplôme requis est le RHDP. Ça veut dire quoi? C'est le parti du président. Ah, incroyable. Alors, rassemblement des oufouettistes. Je vais voir, je repars du côté de l'Italie où notre téléspectateur nous attend. Perfecto, comme vous le dites si bien, Monsieur Biya gagne avec 72%. Et pourtant, le sondage sur votre émission montre qu'il n'a même pas 1%. Non, ça ne peut pas être très représentatif au niveau justement des sondages. Il va falloir élargir l'assiette de ces sondages. Non, mais ça ne veut même pas dire que les autres ont 1% sur notre plateau. On parle de Biya parce que c'est lui qui est le plus intéressant. Les autres, même sur notre plateau, n'ont même pas demi %. Donc, n'ont même pas 0%. Alors, par exemple, son père, c'est un seul qui peut le voter ici. Allons du côté du 236, c'est la République centrafricaine. C'est une grande section du RDPC, non? Voilà, c'est une grande section du RDPC. Je disais que nous partons du côté du 236, c'est la RCA. C'est l'émission où tout le monde est connecté. C'est plus seulement panafricaine, même internationale. Alors, que dit le 236? Bonjour, parfait. Je salue la très grande pertinence des analyses de Bernardo et même des autres panélistes. Vraiment, on n'arrive plus à se passer d'espace miné. Merci à tous et pour tout. C'est Chouaïb, c'était. Il est en centrafricain. Il n'arrive plus à se passer d'espace miné. Nos amis centrafricains. Salut-moi les gens du PK5. Salut-moi les gens du PK5. Et si vous êtes à l'hôtel national, salut également les gens de la réception. J'aime bien Bangui. Autre message. Bonjour parfait, à ici le King Kong du micro, au Camer et à ton riche panel. C'est regrettable pour notre pays, le pays des buzz. Un big up à mon ancien bro, le Théo Alain Douk. C'est Josias du Congo-Brazzaville. Oui, c'est le 242. Le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Permettez-moi de prendre un verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné sur Info TV, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, une question nous intéresse. Toute vérité est-elle bonne à dire? Toute vérité est-elle bonne à dire? Doit-on tout dire à n'importe qui?
toute vérité est-elle bonne à dire? Je commence par Pierre Bleriot Nyamekin pour planter le décor. On va faire d'abord comme à l'école primaire, on va définir les mots durs. Et je pense que deux mots vont nous intéresser ici, principalement un mot, la vérité. Bleriot, qu'entend-on par vérité? C'est quoi la vérité? Bon, il y a la vérité avec grand V, qui n'est pas de notre ressort. Les croyants disent par exemple que la parole de Dieu est la vérité. Mais il y a la vérité avec petit v. C'est le discours conforme à la réalité. Quand le discours retrace la réalité, on dit que c'est un discours vrai. C'est ça la vérité. Le discours conforme. Donc la vérité se dit. C'est la parole qui décrit la réalité. Très bien. Si quelqu'un est de petite taille, par rapport à la moyenne qui est connue, vous dites que tel est de petite taille, vous avez dit la vérité. Si vous voyez quelqu'un qui a un gros nez, par rapport à la forme totale du visage, vous dites que le monsieur-ci, son nez est disproportionné par rapport au visage. Un nez épaté. Quand je vois les autres nez, le sien est plus gros. Vous dites ce que vous voyez, vous dites les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la vérité. Si Aïssi est costaud, vous dites que Madame Bisseux l'a constaté, vous le dites. Vous dites qu'Aïssi est costaud. Ce n'est pas une insulte. Bon, mais non. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit la vérité. Si vous permettez que je continue. Vas-y. Maintenant, dans le discours, il y a ce qu'on appelle la dénotation et la connotation. C'est pour cela que vous dites souvent certaines choses sont dites de manière péjorative. D'autres peuvent être dites de manière améliorative. Cela se ressent à la fois dans la manière de dire, dans la tonalité. Quelqu'un peut vous dire la même chose de deux façons. Dans le but de vous dénigrer ou dans le but de si quelqu'un dit par exemple, regarde-moi ce gros-là. Voilà. Regarde-moi ce gros-là. Ce gros-là. Là, c'est péjoratif. Bien sûr. Mais moi... Et si quelqu'un dit pardon, mais ce journaliste, il est costaud. Il est costaud, voilà. Mais donc, là, c'est bon. Voilà. Il y a donc l'intention qui vous habite au moment du discours. Votre question centrale, si vous permettez que j'en parle. Allez-y. Lorsque vous avez planté ce décor, on passe directement à la question. Toute vérité est-elle bonne à dire? Je réponds d'abord aux chrétiens. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Jésus-Christ avait guéri un malade. Et il lui a dit de ne pas dire que c'était lui. Il ne lui avait pas dit de mentir. Mais parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Malheureusement, quand les pharisiens ont rencontré ce malade, il lui a dit, mais comment tu marchais déjà? C'était quelqu'un qui était toujours couché. Il dit, l'homme qui m'a guéri m'a dit qu'il s'appelait. Il a trahi. Non. L'intelligence et la sagesse des situations nous commandent de ne pas dire tout ce que nous savons. Nous commandent de ne pas dire tout ce que nous savons. C'est même très idiot, il faut le dire comme ça, de dire tout ce qu'on sait. Donc c'est un devoir de ne pas dire, c'est un devoir même moral, de ne pas dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Vous voyez quelqu'un aller avec la femme de Mondomo quelque part. Oh, aller avec Mondomo quelque part. Qui vous a dit d'aller dire? La même Bible dit, il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui il arrive. Donc, quand il arrive le moment de manger, donnez la nourriture aux petits-enfants qu'ils se gavent. Quand la boisson sort, donnez la boisson aux jeunes gens pour qu'ils s'empiffrent. Quand la parole arrive, faites attention. Une parole peut détruire une nation. La langue est un feu qui a été placé dans notre bouche et elle peut embraser toute une forêt. La langue a des pièges. Ne prendre la parole que si on est sûr que ce qu'on va dire va contribuer à construire quelque chose. Il faut donc mettre de l'eau dans la bouche chaque fois que vous voulez parler. Et cela vous empêchera de dire des choses qui peuvent détruire le monde. Merci Pierre Bleriot pour cette prise de parole. Alain Douc, Bleriot pense que
toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est même idiot que nous pensions que nous devons tout dire. Nous devons dire tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, etc. Alors, venons un peu au niveau des couples. Hein. On va prendre peut-être des cas. Des cas. Une femme trompe son mari. Le mari soupçonne. Il commence à menacer cette femme. La femme doit-elle dire la vérité à son mari? Vous savez, il a bien fait de dire dans son intervention tout à l'heure que la retention d'une vérité n'est pas le mensonge. Est-ce qu'on fait la nuance? On s'abstient de parler. Donc du coup, on ne dit rien, on n'a pas menti. Parce que si je m'en tiens quand même à un certain nombre de citations, toute occultation de la vérité, disait Montaigne, est déjà quand même l'indicateur d'une certaine corruption. Mais, vous savez, il y a plusieurs niveaux de lecture au sujet de la vérité. Parce que ça c'est ce que j'appelle les niveaux triviaux de lecture de la vérité. Bien évidemment, la femme infidèle, elle n'a pas intérêt, je me dis, à parler de cette infidélité. Il y a plusieurs choses qui sont... Peut-être qu'elle peut le dire. Non, plusieurs choses sont en jeu. Elle se déchargera de ce fardeau qu'elle porte. Se décharger de ce fardeau, mais il y a le risque du divorce. Sa conscience sera peut-être tranquille. Sa conscience... Elle allait là-bas, elle avait d'abord quelle conscience? Il y a le risque de la congédiation. Parce qu'il y a ça, parce que parfois, c'est en fonction de nos intérêts. Et si le mari lui dit, si tu me dis la vérité, je vais te parler. Je peux racheter cette question non, je donne des conseils aux femmes. Tu demandes aux femmes de mentir? Non, pas de mentir. N'avouez jamais une infidélité. Ah bon? À votre mari, non. Les hommes ne sont pas préparés à encaisser ça. Arrêtez l'infidélité, mais ne le dites pas, les hommes. Bon, quand il te peut te tuer comme ça. Bon, je vous explique. Quand un homme te dit, si tu m'avoues, je te pardonne. Pardonne-moi avant que je l'avoue simplement. Pardonne, on passe dessus. Pardonne seulement, on passe. Si tu m'avoues, non, il va avoir l'arme du crime entre ses mains et ça sort de ta bouche. Non, les hommes ne sont pas préparés. Et c'est même de l'enfantillage. Si tu m'avoues, bon, tu sais même déjà que peut-être c'est ça. Si tu veux me pardonner, pardonne-moi. Pourquoi tu veux que je me prenne la parole? Allez-y, vous allez chuter. Il a dit des choses fort intéressantes là-dessus, mais je tenais quand même à dire que la vérité dans la société, c'est une valeur fondamentale. Ne pas la dire, ou l'écorner, d'éculer, en réalité, c'est mentir. Et vous savez que sur le plan moral, il a beaucoup cité la Bible tout à l'heure, c'est un problème moral, c'est un péché, comme on dit. Ne pas dire la vérité, ne pas parler, ne pas tenir un discours qui est conforme à la réalité. Parce que c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de la vérité. Et puisque je n'ai pas assez de temps de parole, je vais simplement vous dire qu'en réalité, nous vivons dans un monde gouverné par le mensonge, en réalité. Ah bon? Ah oui, monsieur, une gouvernance par le mensonge. Nous avons plusieurs choses qui sont en réalité des trompe-l'œil, des écrans de fumée, des concepts concrets qu'on fait ingurgiter aux masses qui sont loin, je dis, loin d'être la réalité. Je dis, moi je n'ai pas assez de temps parce que c'est tellement très fond sur le plan philosophique que je ne vois pas comment moi je vais traiter le sujet. Par exemple, je vous prends un cas tout simple et je sors. Par exemple, on vous dit que voilà, en 2020 nous avons eu une épidémie, etc. venant d'un virus, patati patata. Moi je tiens à vous dire que sur le plan formel de la recherche, quand vous allez remuer les fondamentaux de la virologie, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qu'on appelle un virus, ça n'existe pas. Tout ce qu'on a fait parler de la Covid. Justement, tout ce qu'on a fait autour de la Covid, c'est une opération psychologique. Et aujourd'hui, je l'ai dit depuis 2020, je le répète aujourd'hui, et ils savent que j'ai raison. Les centaines de milliers de personnes. Oh là là, mais on a tué 2 millions au moins de Camerounais pour cette histoire qui n'existe pas. Faites attention. Attends, le vaccin. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? En réalité, on a vacciné au moins, dans le cadre de notre programme national de vaccination, élargi dans le cadre de la Covid, 2 millions de Camerounais. Ça, c'est leur chiffre. Je parle de leur chiffre. Or, le vaccin en question comporte énormément de risques. C'est démontré. Hein? Et il y a une dimension létale, en réalité, dans les vaccins. Par qui?
Mais il y a de l'oxyde comment je vous dis, le composé chimique là, qui m'échappe là-dessus. Il me reviendra. Il me reviendra tout à l'heure. Et il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. L'oxyde de graphène, le nom m'est revenu dans les vaccins de la Covid. Et il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez que pour composer les vaccins, notamment, on utilise des tissus venant d'animaux, des tissus fœtaux. Vous saviez ça? Est-ce que c'est propre à la morale? Est-ce que vous pouviez le concevoir ainsi? Est-ce que vous avez essayé de réfléchir sur... pas tout moral. Non, mais justement, est-ce qu'on a essayé de réfléchir sur la chimie des vaccins? On doit aller tirer là où vous avez eu à dire là et que ça puisse apporter une solution. Ce n'est pas le seul mensonge. Hein. Alors, politiquement, nous sommes Madame Issobi est là. On continue dans le débat. Hein. Le fait justement également d'affirmer que toute vérité ne serait pas bonne à dire, est-ce que ça ne laisse donc pas libre cours à tous les mensonges du monde? Les femmes mentent donc comme elles respirent, les hommes mentent comme ils vivent, et ainsi de suite, parce qu'on va dire, non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parfois ici, en tant que mère éducatrice, je vais dire, je prône toujours pour la vérité. Oui. Il est bien vrai que vaut mieux un mensonge qui arrange qu'une vérité qui détruit. On va privilégier le mensonge. Par exemple, dans le cadre de l'infidélité. Justement, dans le cadre des couples, je peux venir mentir à M. Niemek qui est en désaccord avec son épouse, que bon, elle m'a envoyé vous demander pardon, sachant que ça va radoucir son cœur, et puis il y aura une réconciliation. Ça, c'est une idée de mensonge qui arrange. Mais une vérité, oui, j'étais trompée. Déjà, j'ai une sœur qui me disait, nier jusqu'à la gare. Ah bon? Oui. Quand même si on te tient par le bras, tu dis que c'est pas dans les conseils prénuptiaux, elle m'a donné ce conseil parmi tous les autres qu'on m'a dit, nier jusqu'à la gare. Même si on t'a trouvé sur le fait. Bon, tu es souvent sous. Le fait. Il faut toujours nier. Tu dis non, c'était pas moi. Nier jusqu'à la gare. C'était pas moi, peut-être tu avais la conjonctivite, c'était... Et là, c'était des conseils prénuptiaux. C'était un conseil parmi tant d'autres. Et puis, dans d'autres conseils, on te dit, oui, respecte et consort. Mais en tant que parent, il faut toujours prôner la vérité. Parce que ça, c'est le début de l'éthique. Un enfant qui va vous dire la vérité aura peur de prendre la chose d'autrui. Un enfant qui va vous dire la vérité aura peur de faire quelque chose de malsain. Parce qu'il va dire, au moment où on va m'arrêter, il faudrait que je dise la vérité. Malheureusement, la morale est perdue aujourd'hui. Et nous constatons que de plus en plus, les enfants mentent et nous développons... Même les enfants de 3 ans mentent déjà. Hein? Même les bébés. C'est-à-dire, à un moment donné, nous avions une vieille pensée qui faisait comprendre, Madame Bissou est là, que non, un enfant ne ment jamais. Je pense que c'est déjà dépassé. Non, moi, j'ai des enfants à 2 ans, ils mentent déjà. Je vous dis, ça c'est un constat que nous faisons. Je ne sais pas si c'est la mondialisation qui fait que ces enfants de la mondialisation naissent avec le mensonge de cette mondialisation. Parce que même un bébé de 1 an, j'ai un petit-fils, qu'il fait des choses, tu te demandes, mais ça c'est pas un enfant qui a 14 mois. Parce que l'enfant a des petits des comportements qui ne sont pas enfantins. Parce que nous savions, l'enfant ne ment pas, on le disait avant. Quand un enfant vient dire, maman, tel a fait, j'ai vu papa avec tel, tu dis non, l'enfant ne peut pas mentir. Pourtant, les enfants sont vicieux, plus vicieux même que nous les adultes. Aujourd'hui de plus en plus. Et aujourd'hui de plus en plus. Donc, toute vérité, j'ai dit en tant que parent, je vais prôner la vérité. Je vais être pour la vérité, mais sans vous mentir, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que M. Niemek l'a dit, la parole, c'est une balle. Et quand elle est sortie, elle peut détruire. Parce que si je sais que cette vérité, je vais le dire, il y a des familles qui se sont détruites aujourd'hui parce qu'on a eu à dire une vérité. Ça a amené des inflammations dans ces familles. Il y a eu des camps et la famille est détruite comme ça jusqu'à aujourd'hui. Pour être d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, parlant de ce que les mots peuvent faire, ou bien la parole, un penseur nous rappelait, Bernardo, que les mots sont comme des fusils chargés. Alors si je parle,
je tire. Oui, il disait, Bernardo, il disait, les mots sont des pistolets chargés, oui. toute vérité est-elle bonne à dire? Tout dépend de l'angle d'analyse, c'est parfait ici, une fois de plus. Déjà répondant au constat de Madame Bissot-Biela qui estime que les enfants d'aujourd'hui sont plus vicieux que ceux d'avant, il faut savoir, Madame Bissot-Biela, que l'enfant est le produit de son parent, vous voyez, et à travers le mécanisme génétique, il y a des choses apparentes qu'on constate. Il y a également ce qu'on appelle, j'en parlais à mon fils, des archétypes comportementaux enfouis, dont l'enfant remorque généralement dès l'état fœtal, dès l'état embryonnaire même, certains archétypes comportementaux enfouis de ses parents. C'est pourquoi l'enfant de 2 ans, qui ne sait même pas encore ce que c'est que le serpent, peut fuir un serpent à la vue, parfois, parce que de son parent, il transporte certains éléments chromosomiques ou génétiques qui font en sorte que voilà, il appréhende une situation comme son parent l'appréhendait précédemment. Ça, c'est juste pour la parenthèse. Je disais, ça dépend des contextes. Pourquoi? Sur le plan juridique ou judiciaire, toute vérité est bonne à dire. Parce que l'action... Je dis, elle est bonne à dire. Je parle du juge. Parce que l'avocat instruit des choses. Il construit des choses, mais le juge a la décision. Madame Bissot pense que les avocats sont les plus gros menteurs. Bon, c'est son point de vue. Et elle n'a peut-être pas complètement tort. Mais la réalité, Madame Bissot-Biela, l'objectif de la justice est intimement lié à la vérité. Parce que le juge estime que rétablir la vérité, c'est permettre à un phénomène de retrouver son équilibre antérieur. Et donc, en justice, en principe, toute vérité semble être bonne à dire. Pour les psychologues également, la vérité est très importante. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle est libératrice. On considère que lorsqu'une famille, par exemple, a été éprouvée du fait de la mort d'un de ses enfants, et qu'on parvient à mettre la main sur celui qui a tué l'enfant, il y a une espèce de sécrétion hormonale en la famille, en les membres de la famille, qui crée une espèce de soulagement et de bonne humeur. Et donc, rétablir la vérité sur qui a fait ci ou qui a fait ça, permet de libérer certaines âmes qui sont emprisonnées. Vous voyez donc, dans certains cas, la vérité semble être bonne à dire. Maintenant, sur le plan purement social, parfait ici, la vérité est une arme. Et donc, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Vous savez, le poison, c'est la dose. La vérité peut être une solution comme elle peut être un poison. Par exemple, c'est la dose. Pourquoi? Si vous prenez une goutte d'eau de Javel, vous buvez, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Si vous prenez une bouteille du même contenu, une bouteille d'1 litre, vous buvez, vous mourrez. On va de vous passer. Pourtant, c'est le même produit, vous voyez. Mais en fonction du dosage et en fonction... Ça ne faut pas beaucoup mentir. Il faut mentir un peu. Vous avez compris ce que je veux dire. Selon des cas. Monsieur Niemek l'autre jour, il m'édifiait là-dessus et il me disait, écoute, il y a ce qu'on appelle des doux mensonges. L'autre jour, il me le disait, que l'objectif ici... Que c'est bien dit. Il me disait un peu dans sa voiture. Tu comprends un gros menteur. Bon, il sait de quoi on parlait ce jour. Je viens pas le dire à la télé. Doux mensonge. Voilà. Donc, la vérité est une arme qu'il faut savoir manier. Mais de façon certaine, il y a des vérités qui peuvent détruire. Je prends 3 cas de vérité qui sont justement des énoncés conformes à la réalité. Pour beaucoup de Camerounais, dire que Paul Biya est le président du Cameroun est blessant. Pour beaucoup. Autre chose, 4 milliards de personnes sur la Terre qui existent. Pour beaucoup également, dire que Paul Biya, le président de la République, c'est quelque chose de joyeux. Bien sûr, voilà. C'est pourquoi je dis, mais la vérité est que... J'ai posé cette question au ministre Grégoire Ouna. Par exemple, voilà. 4 milliards d'hommes et de femmes sur la Terre croient fermement que le paradis existe. Vous voyez? Moi y compris. Pourtant, ce n'est peut-être... il n'existe pas. C'est faux. Et donc, ça c'est faux. Et il dit ça de façon péremptoire. Comment ça c'est faux? T'as quoi pour démontrer que c'est faux? La réaction vous démontre qu'il y a des vérités donc, qui peuvent détruire. Vous voyez? Et donc, parfait ici. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même prioriser la vérité, mais en fonction de l'état de la personne en face. Pour un enfant de 5 ans, ne lui dis pas on accouche par voie vaginale. Ma mère me disait souvent non, on a coupé mon ventre et tu es sorti. Maman, mais pourquoi il n'y a pas de cicatrices? Pourquoi il n'y a pas la couture? Non, à ce niveau, maman, peut-être qu'elle est dérangée. Parce qu'ailleurs, les mêmes questions sont posées et les gens trouvent l'astuce langagier. Dernière vérité, ça aux enfants. Dernière vérité, l'homosexualité est une déviance. Mais les défenseurs de ces causes-là vont m'insulter
du matin au soir en me disant que je suis con, que je suis bloqué, que je suis arriéré, que je suis moyenâgeux, c'est quand que vous je suis prenez des exemples à problème, des exemples qui peuvent susciter des trop gros Ils sont débats. problématiques, Parce que justement. quand vous dites toute homosexualité est une déviance, quand vous dites ça, il y a quelqu'un qui vous suit actuellement aux États-Unis ou bien en France, dit ben ce monsieur il est ok. Non, c'est pas ce que je Et veux toi, dire. plutôt que c'est toi qui es... Parce que justement, c'est une vérité qui peut détruire un construit social. Merci. En fait, il y a même très peu de vérités qui existent. Il n'y a que des construits sociaux qui existent. Parce que la vraie vérité n'est même pas toujours visible. Non, il y a des vérités Voilà, absolues. voilà pourquoi Le soleil, lui, il y a la vérité avec quand il fait jour, c'est c'est une une vérité vérité des absolue. causes Faut pas dire ça. sublimes, On n'est des pas causes relatif. supérieures. On tombe dans Mais la sur le plan philosophie, social, il y a avec très peu de Romain. vérités, il n'y a que des construits. Lisons encore d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Je vous amène cette fois-ci au 228. C'est le Togo qui est représenté. Bonjour à tout le plateau. Je vous encourage de continuer comme ça. Que Dieu vous-même vous garde. Je suis chaque jour depuis Lomé. C'est monsieur Abdoul du Togo qui envoie le message. Je repars en Côte d'Ivoire au 225 du latin veritas. La vérité est la correspondance ou conformité entre une proposition et la réalité à laquelle elle se réfère. La problématique dans sa formulation exige de mettre en perspective l'utilité de la vérité en rapport avec les circonstances d'expression. Abraham a eu la vie sauve en disant que Sarah est sa sœur, ce qui est vrai, tout en cachant qu'elle est sa sœur. Quelle est sa femme? Peut-être qu'il voulait lui en dire Quelle quelle est est sa sa femme. Une erreur de saisie. En fait, Abraham, Sarah était à la fois la sœur et la femme. Il avait caché un aspect. Il a dit seulement au pharaon que c'est sa sœur. Le pharaon a d'ailleurs pris sa femme. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Un jour, le pharaon découvre que c'était son épouse. Il lui dit, mais tu m'as menti. Il dit, mais je voulais vivre. Autre message. Bonjour parfait. À ici, la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo doit être bonne à dire. C'est François N. Les espaces minés. Il y a le téléspectateur là. Débat. Là, Fait pour on est dans le cadre de la commencer, là. justice. On est dans le cadre de la Non, justice. laissez la justice. Est-ce qu'on doit vraiment dire la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo? Oui. Est-ce que en disant la vérité, ça ne peut pas détruire le pays? Vous savez ce que les Américains font dans Non. la justice? Quand un crime est difficile, on choisit quelqu'un, on dit que c'est lui. Vous voulez dire quoi? C'est comme ça que ça se fait. On s'est payé le prix à Mais ça, je préfère c'est des lire choses les qu'on retrouve messages. dans la mafia. C'est la C'est comme mafia ça. qui agit comme Il faut ça. toujours quelqu'un qui a fait quelque chose. Et il y a des sujets très compliqués. Madame Bissot, c'est mieux qu'on lise les messages. Lisons les messages. Voilà. Au sujet, bonjour à vous. Et là, nous sommes plus rendus, hein. C'est la Belgique. Belgique, ouais. Bonjour à vous sur le plateau, comme Basson dit, et qu'il veut être avocat. J'étais déjà allé un jour dans leur ministère là pour prendre mon casier judiciaire et tous les pères que j'ai vus en habit d'avocat ressemblaient à des sectaires. C'est quoi t'es depuis Liège? C'est terrible. Hein? Au sujet de la vérité, en Afrique, on avait des masques qui nous permettaient de détecter les menteurs, mais on ne les utilise plus. J'ai juste été surpris lorsque j'ai vu les Gabonais vendre un de leurs masques à 5 millions d'euros en France. Un masque fin du 18e siècle. Waouh! Formidable. Il y a Je beaucoup d'autres repars choses, hein, que les du masques. côté de la Belgique, c'est le plus 32. Bonjour perfecto. En couple, ce qui n'a pas été vu n'a pas été fait. C'est clair. C'est clair. C'est Florent depuis Bruxelles. Ce sont les paroles des gros menteurs. Ce qui n'a pas été vu n'a pas été fait. À dire la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Dire la vérité doit respecter les facteurs suivants. L'espace, dans le lieu, indiqué pour dire la vérité, l'espace, le lieu, le temps, le moment de dire la vérité, le contexte. La vérité est bonne à dire, certes, mais elle doit être utile, propice et serviable. La vérité doit être en accord avec la sagesse au moment où elle est dite. Et si tel n'est pas le cas, la sagesse propose un autre côté qui est le silence. En somme, la vraie nature de l'homme, c'est le caméléon. On ne dit pas la vérité à tout vent, mais on la dit lorsqu'elle vérifie le principe de l'action. C'est Michel Ongolo depuis Yaoundé. Pierre Bleriot-Niemet, nous parlons là de la vérité. Il faut dire que sur le plan politique, où nous parlons beaucoup plus du mensonge,
Est-ce que de ce côté-là, les hommes politiques savent également ce qu'on entend par vérité? Oui, mais les hommes politiques sont ceux qui disent le plus la vérité. Ah bon? Oui, oui. Sauf que les gens ne comprennent pas. Quand vous refusez de comprendre les hommes politiques, les hommes politiques vous disent « je vous aime ». Mais en fait, quand on vous aime, on vous prend ce que vous avez. Des péchés. Ils vous disent je ferai tout pour vous. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son fils. Non, ça c'est le discours de Dieu. Attendez, les hommes politiques vous disent qu'ils feront tout pour nous. Et quand ils commencent à faire tout pour nous, nous commençons à nous plaindre. Ils nous arrachent nos terrains, ils nous arrachent nos femmes, ils arrachent tout. La politique n'est pas l'univers des 12 sentiments. C'est Julien Freud. Non, c'est pas l'univers des 12 sentiments. On ne se fait pas de bisous là-bas. Pour être un politicien, il faut tuer le côté gauche du cœur pour faire vivre le côté droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être quelqu'un qui a les sentiments, qui a de l'empathie, qui aime les gens. Et non. Mais pour faire vivre le côté droit, il faut donner l'impression que vous avez tout cela. Vous ne donnez que l'impression. Oui. Le politicien, c'est quelqu'un qui peut pleurer pour un corps qu'il ne connaît pas. Il commence à pleurer, il dit vraiment cette dame était importante. On lui dit non, c'est un monsieur. Il arrive en bancolo. Mais Seigneur, vous nous provoquez là, nous. Mais c'est ça un politicien. Dites que vraiment, j'ai connu cette dame. On dit non, monsieur le policier, c'était un monsieur. Il dit, ok, j'ai connu ce monsieur. J'ai vu un ministre camerounais dire qu'il y a eu 28 morts en Bangolo. Quand les populations ont commencé à crier que non, vraiment tu ne peux pas. Il dit 28 morts identifiés. Est-ce que ça vous va? Et les populations ont dit, au moins, comme on a ajouté identifié, vous pensez que identifié change quoi? Le type là, c'est qu'il n'y a pas eu 28 morts. Mais il a ajouté identifié. Et c'est bon, identifié. Qui identifiait les morts? Donc, le principe de la politique, c'est qu'on se sert du langage pour obtenir les faveurs, pour obtenir l'adhésion. C'est pour cela que un Français disait, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Quand vous allez avec les politiciens. Il y a même une histoire qui tourne sur les réseaux sociaux actuellement. Il y a un monsieur qui a donné son parti politique à un autre monsieur. Le monsieur lui aurait promis de lui construire une maison de 30 millions et de lui offrir une voiture de 6 millions avec 2 portières. Si on vous montre la maison dans laquelle le monsieur qui a donné son parti politique vit actuellement, je crois que c'est les lianes de quoi qui lui servent de voiture. Il attend. C'est quel parti politique? Je dis que c'est sûr, ça va sortir bientôt. Vous donnez l'information. Non, vous allez avoir une vérité n'est pas bonne. Est-ce que toute vérité est bonne? Ça va sortir, mais voilà comment les politiciens fonctionnent. Bonjour, et là nous sommes au 221. C'est le Sénégal. Bonjour, parfait. Toute ma famille maternelle ne se parle plus parce que mon grand-père, ayant plusieurs femmes à sa mort, il a désigné son successeur. Mais la mère de ces derniers, 5 ans après, a révélé en pleine réunion familiale que ces derniers n'est pas le fils du grand-père. Et je voulais justement poser cette question à Madame Abissobiela. Dans certaines de nos familles, il y a ce qu'on appelle parfois des secrets. Des secrets de famille. Des secrets de famille. Des enfants sont nés dans une famille. Parfois, le papa sait pertinemment que ce n'est pas son enfant, mais il ne dit pas. Ou alors la maman sait que l'enfant que j'ai attribué à ce monsieur, qui est mon mari, qu'il aime même plus que les autres enfants, n'est pas son enfant. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la maman devrait dire la vérité à l'enfant, qu'au fait, comme tu es devenu grand, je te l'ai longtemps caché, ton père n'est véritablement pas celui qui t'a élevé là, mais ton père est plutôt du côté de Limbé. Bon, là, papa ici, je vais vous dire... Papa ici est vicieux. À l'époque, oui. Beaucoup de parents savaient que la moitié de leurs enfants n'étaient pas les leurs. Ah bon? N'étaient pas leur sang. N'étaient pas leur sang. Et ils savaient même qui étaient ses géniteurs. Mais les secrets ont été gardés. Et vous voyez, c'est peut-être l'enfant fou que le père nommait peut-être comme successeur parce qu'il savait que là, c'était son sang. Et nous constatons aujourd'hui la distanciation qu'il y a entre les familles parce que
Dès que la mère va dire à l'enfant, peut-être qui soutenait même cette famille, que au fait, tu n'es même pas l'enfant de ce monsieur, il va dire, bon, je n'ai plus de père et ce ne sont pas mes frères. Il se met à chercher ses vrais frères et ses vraies sœurs. Papa, Donc, ici. mieux ne pas dévoiler ses secrets de famille. Je connais un grand monsieur qui a fait venir un grand marabout chez lui. Il est polygame, ce monsieur. Et le grand marabout a annoncé à toutes les femmes qui vont faire un rituel dans une chambre secrète. Que seuls les enfants qui sont issus des entrailles du mari entrent dans la chambre. Parce que ceux qui n'ont pas le sang du mari vont mourir s'ils entrent dans la chambre. Le grand marabout est entré avec le monsieur. Ils ont commencé à faire des incantations. Ce monsieur avait 8 enfants avec 3 femmes. Finalement, 2 enfants seulement sont entrés. Puisque les femmes avaient peur que les enfants meurent. Ce marabout n'est pas sérieux. Quand le monsieur sort de la chambre, il trouve les autres enfants au salon. Il a dit, vous faites quoi? Vous faites quoi encore ici? C'est pas sérieux. C'est ce que j'ai C'est la preuve de secret de l'ambition. Tu ne pas bon à dire. C'est pour ça que vous m'avez fait venir à votre émission. Les secrets de famille devraient rester secrets. Mais ça voulait rester dans le secret, le marabout. Non, c'est à force de fouiller, la curiosité qui détruit beaucoup de choses aujourd'hui. À force de fouiller, je vous ai pris un petit exemple. Nous voyons peut-être que l'aîné, parce que généralement beaucoup d'hommes à l'époque épousaient des femmes déjà qui ont des enfants. Et il ou bien qui était enceinte déjà. Qui était enceinte. Et il élève ses enfants. Et cet enfant est le meilleur de tous les enfants. Et généralement, il soutenait toute la famille, les oncles et les tantes. Et puis, par orgueil ou bien par jalousie, il y a peut-être la sœur ou l'amie de cette dame qui va dire à l'enfant là que, au fait, même, tu soutiens même ces gens-là. Et vous voyez que ça détruit, beaucoup de familles sont détruites, à l'exemple du téléspectateur qui le disait tout à l'heure, beaucoup de familles se détruisent aujourd'hui parce que beaucoup de secrets de famille refont surface. Autant mieux garder ces secrets dans les tombes dans les tombes. Parce que généralement, c'est ça qui détruit. Allons au 243, c'est la République démocratique du Congo. Bonjour, le Big Parfait, il y a ton panel. Mais vœux tardifs, mais sincères. Beaucoup d'argent. Les Camerounais sont champions pour parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà un monsieur qui dit que les virus n'existent pas. Dans ce qu'on étudie tous les jours au labo là, c'est la blague seulement. C'est Patrick de la RDC. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Non, moi j'ai dit ça. Que les virus n'existaient pas? Les exosomes existent. Le virus tel qu'on le conçoit comme cette espèce d'entité qui représente une menace. Vous entrez là quand même sur un terrain très glissant. Je dis que je sais de quoi. Ils savent. C'est-à-dire que un terrain d'expert. Non. Il faut simplement s'intéresser au sujet. Nos professeurs, docteurs, etc. Ils sont dans la ils savent que j'ai raison. Ils le savent. Ils le savent. Plus que moi, je cite des docteurs. Ils ne sont pas les seuls docteurs. Il est en train de donner sa part de vérité. Donc, il faut. Est-ce que la vérité est bonne à dire? Cette vérité-là. Oui. Donc, vous pensez que nous, on doit être là tout le temps, être floués, on prend des milliards. On n'a pas abordé cet aspect. Au-delà de dire la vérité, il faut regarder le sujet qui va encaisser la vérité. Justement. C'est pourquoi je disais, il faut la doser. Il faut regarder le sujet qui va encaisser la vérité. Justement. Vous pouvez dire une vérité à quelqu'un. Qui la détruit. Qui le détruit. Non, il meurt même. Oui. Il tombe, il meurt. Donc il faut pas seulement vouloir dire, tu fais quoi du corps là? C'est-à-dire que ta femme t'annonce que bon, comme tu veux donc savoir, je sors avec ton petit frère. Et puis tu tombes, tu meurs. Reviens avec ton père. Après, avec ton père. C'est un compliqué. Oui, donc tu cherches trop. Mais par contre, il y a des gens costauds. Il y a des gens costauds. Vous lui annoncez après 40 ans que son père n'est pas son père. Et à vous, sa mère, vous dit que mais, tu crois que je cherche encore les papas maintenant? Non, mon père. Il y a des costauds. Oui, c'est Merci beaucoup. C'est terminé. Ah ben d'accord. Disons que même dans notre système éducatif, on est là dans la consécration du mensonge. Il y a des choses qu'on nous enseigne qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. On dira merci à Madame Bissot Biela qui était là ce matin. Elle était de l'UNDP. Merci à Alain Doucre, journaliste. Pierre Bleu restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?